Nous avons maintenant fait le tour des questions de base sur les projets. Motivation, pourquoi des projets, typologie, quelle grande catégorie de projets, processus de conception et coûts appliqués au cas spécifique de l'automobile. Nous allons maintenant aller en détail sur la répartition des rôles entre les intervenants, notamment la différence entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Je vous proposerai ensuite d'aborder deux cas, le cas de l'industrie automobile et celui du génie civil. Tout d'abord, pour définir et distinguer les responsabilités des intervenants en projet, on utilise, depuis le Moyen Âge, une terminologie assez particulière. Donc tout d'abord, on parle de maître d'ouvrage ou MOA. Donc le terme de maître d'ouvrage désigne en fait le client du projet, celui qui définit ses objectifs, celui qui définit son budget, qui représente aussi ses utilisateurs finaux. Et donc la mission du maître d'ouvrage est de définir clairement ses besoins et par exemple de lancer un appel d'offres. Deuxième terme, le terme de maître d'œuvre, ou MOE en abrégé. La maîtrise d'œuvre a pour mission de traduire en termes techniques le besoin exprimé par le maître d'ouvrage. Il s'agit également, par exemple, de conduire les travaux de manière opérationnelle. Alors je vous montrerai bien sûr des exemples détaillés de maîtrise d'œuvre, notamment dans le cas du génie civil. Notons également qu'il y a de très nombreux intervenants, donc notamment autour de la notion de sous-traitance ou de prestation, qui consiste à déléguer une partie du travail à un acteur différent. Et puis bien entendu que les questions de coordination sont très importantes, et donc on voit des métiers comme celui de conducteur de travaux dans le BTP. Tout d'abord, regardons la répartition des rôles entre fonctions dans le cas de l'automobile. Alors nous avons ici en ligne les différentes phases et en colonne les acteurs. Tout d'abord, regardons les phases préliminaires d'avant-projet. Donc ces phases préliminaires sont des phases d'étude du besoin et d'étude de faisabilité. Quant aux phases de développement, ce sont des phases de conception, de définition industrielle, d'industrialisation et puis enfin de qualification et donc de début de fabrication. Au niveau des acteurs, on a ici le département marketing, la recherche technique amont, le design, le bureau d'études, éventuellement un groupe projet qui est spécifiquement dédié pour diriger le projet, et puis d'autres départements de l'entreprise, les achats ou sourcing, le bureau des méthodes, la qualité, la logistique, des fournisseurs qui sont eux extérieurs à l'entreprise, et puis enfin les utilisateurs. Alors que se passe-t-il dans la phase préliminaire? Eh bien la phase préliminaire est essentiellement animée par le marketing, qui va faire des études de marché auprès des utilisateurs et qui va également faire du benchmarking, c'est-à-dire regarder quels sont les produits qui sont proposés par les concurrents. Ensuite, si le projet paraît intéressant, on passe en phase de détermination de la faisabilité, c'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre des recherches techniques pour voir quelles sont les innovations que l'on peut faire sur ce projet. Le design va travailler avec le bureau d'études pour faire le plan d'un nouveau véhicule. Si cela se passe bien, à peu près au milieu de cette phase de faisabilité, on va constituer un groupe projet, et donc ce groupe projet va avoir pour mission de coordonner et de faire la synthèse des travaux précédents. Ce groupe projet va produire ce que l'on appelle un dossier de montage, et donc à ce moment-là, il va pouvoir chiffrer combien coûterait le développement global du projet. Et donc on voit ici un point important, c'est la désignation du chef de projet. Point suivant, une décision très importante est prise ici, c'est la décision de lancement. Donc dans une entreprise, par exemple chez un constructeur automobile, on a souvent un grand nombre d'avant-projets qui existent,
mais à un moment, il faut prendre la décision d'entamer l'un de ces avant-projets. Et donc à ce moment-là, c'est le lancement. Alors ces phases de lancement sont très importantes. Il faut y penser par exemple dans le cas que je vous présente en début de chapitre, vous avez la photo de la fusée Apollo. Eh bien quand on appuie sur le bouton et qu'on met à feu la fusée, eh bien on se doute qu'à partir de ce moment-là, on a lancé et qu'il devient très difficile de revenir en arrière. Eh bien en gestion de projet, on a comme ça des décisions de lancement, et ces décisions de lancement sont assez irréversibles, c'est-à-dire il est coûteux de revenir en arrière une fois qu'on a fait le lancement. Et donc vous le voyez, à partir du lancement, interviennent un grand nombre d'acteurs en parallèle, si on est en ingénierie simultanée, dans les phases de conception, définition, industrialisation et puis finalement qualification. Et donc à la fin, lors de la phase de qualification, les utilisateurs vont par exemple intervenir pour faire des tests des premiers véhicules qui sortent, c'est-à-dire les pré-séries. Alors maintenant, voyons un autre exemple de gestion de projet qui est celui de génie civil. Alors je vais vous présenter un tableau de la même manière, avec en ligne les différentes phases et en colonne les différents acteurs. Au début, la première phase est une phase que l'on appelle étude d'opportunité, et donc à partir de ce moment-là, on juge de l'intérêt, par exemple, de construire une autoroute. Elle est suivie d'une phase de conception et de négociation qui permet de produire un avant-projet sommaire, puis un avant-projet détaillé, et puis enfin, cette phase de conception se conclut par le dossier de consultation des entreprises. Donc ce dossier est distribué à toutes les entreprises qui peuvent être intéressées pour répondre à l'appel d'offres, et très souvent il est par exemple publié dans un journal ou au bulletin officiel. Les entreprises vont ensuite étudier cette proposition et vont intervenir sur les marchés et donc vont faire un certain nombre de démarches pour déposer une proposition. La suite est simplement la phase de réalisation qu'on a divisée ici en 3 parties, préparation, exécution, suivi. Enfin, à la fin du projet, il y a une phase de réception. Et donc durant cette phase, eh bien, le maître d'ouvrage va recevoir le bâtiment livré, va en devenir le responsable et va payer la fin du projet. Alors on voit ici dans ces phases quand intervient le maître d'ouvrage. Donc il intervient au début dans la phase d'étude d'opportunité et puis ensuite dans la phase de consultation et notamment il va devoir choisir quelle est l'entreprise, parmi toutes les propositions qui ont été reçues, quelle est l'entreprise qui remporte l'appel d'offres. L'architecte intervient dans la phase d'esquisse lors de l'avant-projet et il continue d'intervenir jusqu'à la préparation, donc le début des travaux, et puis leur suivi. Le bureau d'études donc va permettre de formuler un avant-projet sommaire et c'est lui qui est le principal responsable de la préparation du dossier de consultation des entreprises. Il sera ensuite présent lors de la préparation des travaux et lors de leur livraison. Alors maintenant, sous ce trait pointillé, je vous propose de passer de l'autre côté de la barrière. Donc là, nous étions du côté du maître d'ouvrage. Maintenant, nous allons passer du côté du maître d'œuvre, c'est-à-dire des entreprises qui vont réaliser le projet. Alors tout d'abord, dans les entreprises, il y a une direction commerciale. Cette direction commerciale a pour rôle de faire de la veille et notamment d'essayer de suivre les projets dès qu'ils sont au stade de l'esquisse, de manière à pouvoir répondre et participer à l'étude de prix quand l'appel d'offres est lancé. Également, au sein des entreprises de BTP, des bureaux d'études de prix qui eux interviennent une fois que l'appel d'offres et le dossier de consultation a été lancé. Alors le bureau d'études de prix a un rôle très important, il va devoir répondre à l'appel d'offres. Alors cela veut dire qu'il va devoir chiffrer à l'avance combien coûtera la réalisation par exemple de l'autoroute, et donc c'est un rôle tout à fait crucial.
Alors pourquoi? Eh bien parce que si l'estimation qu'il fait est une estimation de prix trop peu élevée, en fait l'entreprise va devoir réaliser le projet, mais va perdre de l'argent. Inversement, si le bureau d'études de prix fait une estimation trop élevée, eh bien ce qui va se passer, c'est que ce seront les concurrents qui vont remporter l'appel d'offres. Et donc, si les concurrents remportent l'appel d'offres, eh bien tous les efforts faits par la direction commerciale et le bureau d'études, eh bien seront perdus puisque l'entreprise n'a pas gagné le contrat. Maintenant, pour l'entreprise qui remporte l'appel d'offres, eh bien trois gros intervenants, la direction travaux et méthodes qui va s'occuper de la préparation et de la conception des travaux, la main-d'œuvre et la production propre, et puis également les entreprises de BTP font souvent intervenir des sous-traitants et parfois même des sous-traitants de sous-traitants. Voilà, j'ai terminé sur cette présentation de la répartition des rôles. Vous voyez ici les étapes cruciales au niveau des phases, le lancement de l'appel d'offres, et les étapes cruciales au niveau du maître d'œuvre, le commercial et la capacité à répondre à cet appel d'offres. Je vous propose maintenant de regarder avec moi quelles sont les organisations d'un projet à l'intérieur même de l'entreprise. Quelle est la répartition des responsabilités à l'intérieur des équipes ou des services?